J'avais l'habitude de penser qu'une cérémonie de promotion était censée être une récompense. Ce vendredi soir, debout à l'intérieur du Desert Crest Grand Resort à Scottsdale, je croyais avoir enfin mérité un peu de paix. Après 20 ans de matin matinal, d'appels tardifs, d'anniversaires manqués et d'orgueil ravalé dans des pièces pleines de gens qui aimaient mon travail, mais se souvenaient rarement de mon nom, j'avais été promu vice-président régional. Pour un homme comme moi, le fils cadet, celui que tout le monde qualifiait de fiable quand il voulait en réalité dire jetable, ce titre signifiait plus qu'un meilleur bureau. Cela signifiait que j'étais enfin arrivé. Du moins, c'est ce que je me disais. La salle de bal avait l'air chère, de cette façon discrète propre aux endroits riches, des sols en pierre pâle, de hauts murs de verre face au désert, des nappes blanches si propres qu'elles vous faisaient peur de les toucher. Environ 100 invités s'étaient rassemblés, des collègues, des cadres, des conjoints, quelques membres de la famille et des personnes qui savaient sourire tout en évaluant le coût de vos chaussures. Ma femme Shena avait organisé la majeure partie de l'événement. Elle était douée pour cela. L'image, les plans de table, l'éclairage, qui devait être vu près de qui, et qui ne le devait pas. J'ai vu mon père entrer quelques minutes avant le début du programme. Kendrick Von Durham a franchi l'entrée latérale vêtu de son vieux costume gris. Les manches étaient un peu amples. Les épaules avaient perdu leur forme. Ses chaussures étaient cirées, mais c'était le genre de chaussures qu'un homme garde parce qu'elles font encore l'affaire. Un employé de l'hôtel a presque failli lui tendre un plateau. Papa a juste souri et s'est écarté. J'ai traversé la pièce avant que quiconque ne puisse l'embarrasser. « Tu as réussi à venir » ai-je dit. Il m'a tapoté le bras, puis a sorti sa vieille montre à gousset. Le boîtier en laiton était rayé par des décennies d'utilisation. « Cette vieille chose fonctionne toujours » a-t-il dit. J'ai souri. « Tout comme toi. » Il a ri doucement, mais ses yeux sont restés fixés sur moi une seconde de plus que d'habitude, comme s'il voulait dire quelque chose et avait décidé de le garder pour plus tard. Puis Shena est arrivée. Elle l'a vu avant de me voir. Son sourire s'est crispé. « Talon » a-t-elle dit à voix basse. « Pourquoi ton père est-il habillé comme ça ?»« Il est très bien habillé. C'est un événement d'entreprise. Les gens remarquent les choses. Ils devraient remarquer la promotion. » Elle s'est approchée, souriant toujours pour la salle. Ne sois pas naïf. Les gens jugent le succès par les personnes qui se tiennent à tes côtés. Cela a frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. J'ai regardé à nouveau papa. Il s'était assis près du côté, pas à la table familiale où je pensais qu'il avait sa place. Je ne savais pas alors que son carton de table avait été changé. Je le voyais seulement assis tranquillement, les mains croisées, sa montre à gousset posée à côté de son assiette. Les discours ont commencé à 19h. Mon superviseur a parlé de leadership, de loyauté et de courage. Les gens ont applaudi, certains se sont levés. Pendant un bref instant, je me suis senti reconnu. J'ai regardé mon père, et il y avait de la fierté sur son visage, si honnête que cela m'a presque coupé le souffle. Puis un serveur a tourné trop vite près de sa table. Un verre a basculé. Du vin rouge s'est renversé sur la nappe blanche et a touché la manche de la veste de papa. C'était un incident mineur, un accident, mais Shena a réagi comme si elle attendait une permission. Elle a saisi un verre à moitié plein sur la table et s'est dirigée vers lui. C'est exactement ce que je redoutais. Shena, ai-je dit, déjà en mouvement. Elle ne s'est pas arrêtée. Avant que je ne l'atteigne, elle a versé le vin sur la tête de mon père. La pièce est devenue totalement silencieuse. Le bruit du liquide frappant son costume était plus fort que ne l'avait été la musique. Des traînées rouges coulaient sur son col. Mon père a scié une fois. Il n'a pas haussé la voix. Il n'a même pas levé les mains. Shena a pointé le doigt vers la sortie. « Sors d'ici » a-t-elle dit. « Ne nous embarrasse pas. » J'ai entendu quelqu'un étouffer un cri de surprise. Puis elle a prononcé les mots qui ont brisé quelque chose en moi. « Tu es un raté inutile. » Mon père a lentement tendu la main vers la montre à gousset qui avait glissé de la table. Ses doigts tremblaient juste assez pour que je le voie. Avant qu'il ne puisse la ramasser, Shena l'a poussé. Il a trébuché en arrière et est tombé lourdement sur un genou, puis sur le côté. 100 personnes ont regardé. Personne n'a bougé. Puis ma fille de 14 ans, Marin, a couru depuis la table familiale et s'est laissée tomber à ses côtés.
Elle a ramassé la montre en premier, puis a touché son épaule comme s'il était fait de verre. « Grand-père » a-t-elle chuchoté. Papa l'a regardée et a essayé de sourire. « Tout va bien, ma chérie. » Mais ce n'était pas le cas. J'ai aidé mon père à se relever. Son costume était trempé. Son visage était calme. Et d'une certaine manière, cela faisait plus de mal que de la colère. J'ai regardé Shena, puis les gens qui tenaient leur téléphone, puis la veste mouillée de mon père et la montre dans la petite main de Marin. Pendant des années, j'avais confondu le silence avec la maturité. Ce soir-là, j'ai enfin compris qu'il était devenu une autorisation accordée aux autres. Êtes-vous déjà resté silencieux juste pour préserver la paix, pour réaliser ensuite que cette paix vous coûtait votre dignité? J'ai cherché mon téléphone dans ma poche. Le message est resté sur mon téléphone comme une allumette allumée. Ton père ne t'a pas tout dit. J'aurais dû l'ouvrir sur le champ. J'aurais dû demander qui l'avait envoyé, ce qu'il voulait dire, et pourquoi il savait quoi que ce soit sur mon père. Mais mon père se tenait à côté de moi avec du vin rouge qui goûtait de son col. Et ma fille tenait toujours sa montre à gousset comme si elle risquait de se briser au moindre souffle. J'ai donc verrouillé l'écran. Certaines vérités peuvent attendre 30 secondes. Un murmure a parcouru la salle de bal. Pas des mots précis, plutôt une pièce pleine de gens décidant de la version de l'histoire qu'ils voulaient croire. Shena se tenait près de la table d'honneur, respirant bruyamment, le visage rouge de colère, et non de honte. Jarvis, mon frère aîné, regardait son assiette comme si sa salade était soudainement devenue fascinante. Cory a touché sa manche et lui a chuchoté quelque chose qui lui a fait pincer les lèvres. Personne n'est venu vers mon père. Personne d'autre que Marin. J'ai pris la montre de ses mains et l'ai placée dans la paume de papa. Ses doigts se sont refermés lentement dessus. « Ça va ?» ai-je demandé. Il m'a jeté le genre de regard que les pères donnent lorsqu'ils sont blessés mais ne veulent pas que leurs enfants emportent le fardeau. « J'ai connu pire comme tâche » a-t-il dit. C'était bien mon père. Kendrick Durham aurait pu se tenir dans une maison en feu et vous dire encore que la fumée n'était pas si terrible. Et c'est peut-être pour cela que j'ai manqué tant de choses. En grandissant, j'étais le fils cadet. Cela semble simple jusqu'à ce qu'on le vive. Jarvis était le fils brillant. Il pouvait entrer dans une pièce et convaincre les gens qu'il avait un plan avant même de savoir quel était ce plan. Mes autres proches disaient toujours qu'il avait de la présence. Moi, j'avais de l'utilité. Si quelqu'un avait besoin d'un chauffeur, on m'appelait. Si les vieilles étagères du garage de maman s'effondraient, je les réparais. Si papa avait besoin d'aide pour transporter du bois ou déménager des meubles pour un voisin, je me présentais. Être fiable est devenu ma personnalité parce que c'était la seule chose pour laquelle on me félicitait. Pas célébrer. Féliciter. Il y a une différence. Mon père n'a jamais joué à ce jeu. Il conduisait de vieux camions. Il portait des vestes jusqu'à ce que les poignets s'usent. Il ne corrigeait jamais les gens quand il supposait qu'il était fauché. Parfois, je pensais qu'il ne se souciait tout simplement pas de la façon dont le monde le voyait. D'autres fois, je me demandais s'il savait quelque chose que j'ignorais. Quand Shena est arrivée dans ma vie, je voulais qu'elle l'aime comme moi je l'aimais. Ce ne fut pas le cas. Lors de notre premier barbecue du 4 juillet ensemble, papa est venu en portant cette même veste grise sur une chemise de travail délavée. Après qu'il fut entré dans la cuisine pour aider ma tante à apporter la limonade, Shena s'est penchée vers moi et a ri doucement. « Est-ce que ton père s'habille toujours comme s'il attendait un bus ?» Je me souviens avoir forcé un sourire. « Il est juste simple. »« Non » a-t-elle dit en remuant les glaçons dans son verre. « Simple, c'est charmant. » Ça, c'est abandonné. Je me suis dit qu'elle était nerveuse. Nouvelle famille, habitudes différentes. Les gens disent des choses maladroites quand ils ne savent pas où est leur place. Ce fut ma première erreur. Après cela, les petites piques ont continué. Elle l'excluait des réservations de restaurants parce qu'il n'apprécierait probablement pas ce genre d'endroit. Elle corrigeait sa grammaire devant les gens même quand il n'avait rien dit de mal. Elle a une fois déplacé sa chaise pour l'éloigner d'une photo de groupe parce que, selon ses mots, la lumière était bizarre de ce côté. J'ai tout vu. Je n'ai simplement pas mis de mots dessus. Un homme peut se mentir à lui-même pendant longtemps quand le mensonge l'aide à garder sa maison tranquille. Des années avant ce banquet, papa et moi étions assis dehors chez lui un soir,
regardant le désert devenir couleur cuivre au coucher du soleil. Il venait de réparer la clôture d'un voisin sans lui faire payer un centime. Je lui ai dit que les gens profitaient de lui. Il a essuyé ses mains sur un chiffon et a dit, « Fils, les gens t'enseignent comment ils vont te traiter. Ton travail consiste à décider quand la leçon est terminée. » J'en avais ri à l'époque. « Papa, tout n'a pas besoin d'être une leçon de vie. » Il m'a souri. « Non, mais les choses importantes le sont généralement. » Debout dans cette salle de bal, avec le vin séchant sur son costume, j'ai enfin compris. La leçon durait depuis des années. C'était moi qui refusais de la terminer. « Viens, ai-je dit doucement. Sortons d'ici. » Alors que je le guidais vers la sortie latérale, Shena m'a interpellé. « Talon, ne t'avise pas de partir. Cette soirée est importante. » Je me suis retourné à moitié. Lui aussi. Son visage a changé. Non pas adouci. Changé comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais répliqué devant tout le monde. « Tu donnes un spectacle ?» a-t-elle dit. J'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que certaines personnes peuvent craquer l'allumette et vous accuser tout de même de la fumer. Marin marchait de l'autre côté de papa, une main planant près de son coude. Elle n'a pas demandé la permission. Elle est juste restée là, près des portes du hall. J'ai remarqué Diri Holt, la PDG de l'un de nos plus grands partenaires, debout complètement immobile. Ses yeux étaient fixés sur mon père. Pas avec pitié, ni curiosité, mais avec reconnaissance. Puis elle a regardé la montre à gousset dans sa main. Son visage est devenu pâle. Elle a fait un pas en avant, s'est arrêtée, et a sorti son téléphone. Ce fut le moment où le sol a tremblé sous mes pieds. Je ne savais pas ce qu'elle savait. Je savais seulement que les gens dans la salle avaient sous-estimé mon père bien plus que quiconque ne le comprenait. Avez-vous déjà ignoré de petits signes parce qu'admettre la vérité vous forcerait à changer de vie? Alors que j'accompagnais mon père vers la porte, je pensais que le pire de la soirée était derrière nous. Je me trompais. Nous n'étions arrivés que dans le hall d'entrée lorsque la première chose étrange s'est produite. Papa marchait lentement, non pas parce qu'il ne pouvait pas bouger, mais parce qu'il essayait de ne pas attirer davantage l'attention. C'était toujours sa façon de faire. Même après avoir été humilié, il essayait encore de rendre les choses plus faciles pour tout le monde. Marin restait près de lui, serrant sa montre à gousset à deux mains jusqu'à ce qu'il la reprenne doucement. « Va t'asseoir avec ta tante une minute, ma chérie, lui ai-je dit. » Elle a levé les yeux vers moi. « Est-ce que tu vas laisser maman s'en tirer comme ça ?» Je n'avais pas de réponse prête. Pas une qui satisferait une adolescente de 14 ans qui venait de voir les choses plus clairement que la plupart des adultes dans cette salle de bal. Avant que je ne puisse parler, un homme en costume bleu marine est sorti du salon exécutif. Je l'ai reconnu immédiatement. Everett Harland, l'un des conseillers principaux du conseil d'administration de Redstone Infrastructure. Ce n'était pas le genre d'homme qui se pressait. Il faisait attendre les autres, mais il s'est dépêché vers mon père, pas vers moi, vers lui. « Monsieur Durham », a dit Everett, d'une voix basse et respectueuse. « Je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé là-dedans. » La façon dont il l'a dit m'a donné des frissons. Pas un désolé poli, pas un désolé d'entreprise. Cela ressemblait à un homme présentant ses excuses à quelqu'un qui pouvait changer le cours de sa vie d'une seule signature. Papa a hoché la tête une fois. Pas de mal. Everett a regardé le vin qui imbibait le devant de la veste de papa. Monsieur. Sauf votre respect, il y a eu du mal. Monsieur. Ce mot a résonné fortement. J'ai regardé Everett, puis mon père. Papa ne m'a rien donné. Pas d'explication. Pas de correction, juste ce même visage calme qu'il affichait chaque fois que les gens le sous-estimaient. Un directeur d'hôtel est apparu avec des serviettes et a proposé d'appeler du personnel médical. Papa a refusé. Pas moi. J'ai demandé un endroit calme et une copie de sécurité de ce qui s'était passé dans la salle de bal. Le directeur a hésité. Everett s'est tourné vers lui et a dit « Vous devriez coopérer ». C'est tout ce qu'il a fallu. En moins de 2 minutes, nous étions dans un petit salon privé près du hall. Papa était assis dans un fauteuil en cuir, séchant sa manche avec une serviette. Je me tenais près de la porte, entendant encore la voix de Shena dans ma tête. Raté inutile. Aucune personne décente ne dit cela par accident.
Je suis sorti dans le couloir pour prendre l'air. Et c'est là que j'ai entendu Shena à l'intérieur de la salle de bal. Elle ne s'excusait pas. Elle se défendait. J'ai protégé la soirée, disait-elle. Il le fallait bien. Vous avez tous vu son apparence. Talon a travaillé trop dur pour subir ce genre d'embarras à ses côtés. Quelques personnes ont murmuré. Pas un accord bruyant, mais assez pour me soulever le cœur. Jarvis était là, lui aussi. Mon frère aîné avait les deux mains levées comme s'il essayait de calmer la circulation. Tout le monde se calme, disait-il. C'est allé trop loin, c'est tout. Vous voyez? Je suis retourné dans la salle de bal avant de pouvoir changer d'avis. Shena s'est tournée vers moi. Talon, pas ici. Si, ici. Sa mâchoire s'est crispée. Tu aggraves les choses. Non, c'est toi qui as empiré les choses quand tu as posé les mains sur mon père. Cory semblait mal à l'aise, mais pas assez pour s'exprimer. Jarvis s'est frotté la nuque et s'est approché de moi. Petit frère, a-t-il dit doucement. Ne gâche pas ta promotion pour ça. Shena a perdu son calme. C'était moche, d'accord, mais faire durer cela n'aidera personne. C'était le scénario familial. Garder le silence. Étouffer l'affaire. Laisser Talon encaisser le coup. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Si quelqu'un faisait cela à ton père, appellerais-tu cela moche ou appellerais-tu cela mal? Jarvis a détourné le regard. Cela m'en disait assez. J'ai trouvé Shena près de la table d'honneur, toujours entourée de personnes qui ne voulaient pas s'en mêler, mais ne voulaient pas non plus partir. J'ai gardé ma voix basse car je n'avais aucun intérêt à faire le spectacle pour eux. Tu lui dois des excuses ce soir. Elle a eu un petit rire court, comme si je lui avais demandé de balayer le trottoir avec une brosse à dents. Tu le choisis lui plutôt que ta propre femme. Non, ai-je dit. Je choisis ce qui est juste. Pour la première fois de la soirée, son assurance a glissé un tout petit peu. Elle était habituée à ma patience. Elle avait construit des arguments entiers autour d'elle. Elle poussait parce que j'avais l'habitude de plier. Pas cette fois. Ses yeux se sont rétrécis. Tu ferais bien de réfléchir très attentivement avant de m'embarrasser devant ces gens. Je me suis approché d'elle. Tu t'es embarrassé toi-même. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. De retour dans le salon, papa se tenait près de la fenêtre, regardant l'allée du complexe où les lumières du service de voiturier clignotaient à travers la vitre. Je suis désolé, ai-je dit. Il ne s'est pas retourné. De quoi? De ne pas avoir arrêté cela plus tôt. Cela l'a fait se tourner vers moi. Il m'a observé un instant, sans colère, sans blessure apparente comme je m'y attendais, plutôt comme s'il avait attendu que je dise enfin la vérité à haute voix. Depuis combien de temps portes-tu les fardeaux de tout le monde, fils? Je n'avais aucune défense face à cette question. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas juste un message. C'était une pièce jointe. Une vieille photographie a rempli l'écran. L'image semblait avoir été prise des décennies plus tôt devant une sorte de bureau d'expédition ou de cours industriel. 4 hommes s'y tenaient côte à côte. L'un d'eux était mon père, plus jeune, plus large d'épaules, portant des bottes de travail et tenant cette même montre à gousset. À côté de lui se tenaient 2 hommes que je reconnaissais dans les magazines d'affaires, des hommes dont les noms figuraient sur des gratte-ciel. Au bas de la photo se trouvait une courte note manuscrite, « Tu ne connais pas toute l'histoire de ton père ». Je l'ai fixée jusqu'à ce que la pièce autour de moi semble s'effacer. Avez-vous déjà découvert que la personne que tout le monde sous-estimait était peut-être la plus forte de la pièce? J'ai regardé alternativement la photographie et mon père, puis à nouveau l'écran. Et c'est alors que j'ai remarqué un détail qui changeait tout. Ce détail n'était pas le visage de mon père. Ce n'étaient même pas les hommes célèbres debout à ses côtés. C'était la signature en bas. À Kendrick, l'homme qui m'a aidé à construire ce que personne ne croyait capable de tenir debout. Le nom en dessous appartenait à Lurin Voss, un homme dont l'entreprise avait façonné la moitié des corridors logistiques du Sud-Ouest. J'avais vu son visage dans les journaux financiers, les conférences industrielles, les panels d'investisseurs. Les hommes comme lui n'écrivaient pas de notes personnelles à de simples mécaniciens en costume usé. J'ai agrandi la photo avec 2 doigts. Papa a vu ce que je faisais et s'est tourné discrètement vers la fenêtre.
Cela m'en disait plus long qu'une explication. Papa, ai-je dit, qu'est-ce que c'est? Il a rangé la montre à gousset dans son gilet et m'a jeté un regard fatigué. Pas ce soir, mon fils. C'était tout. Pas ce soir. Après tout ce qui s'était passé, il voulait encore protéger la pièce de l'inconfort. Je voulais insister. Je voulais exiger la vérité, mais sa manche était encore humide. Et Marin était assise à 3 mètres de là, faisant semblant de ne pas pleurer. Alors, je l'ai ramené chez lui. Le trajet à travers Scottsdale s'est fait presque en silence. Les lumières du complexe hôtelier ont disparu derrière nous. Le désert s'est ouvert, sombre, des 2 côtés de la route. Papa était assis sur le siège passager, une serviette sur l'épaule, regardant défiler la ville comme si rien de tout cela ne le surprenait. Je l'ai déposé devant sa petite maison en stuc près de la lisière de la ville. Elle semblait ordinaire depuis la rue. Une allée en gravier, 2 mesquites, une lumière de porche qui vacillait si le vent soufflait trop fort. Avant de descendre, il a dit, ne laisse pas la colère te rendre négligent. J'ai failli rire. Tu as été poussé au sol devant toute mon entreprise. Et tu t'inquiètes pour mes manières? Je m'inquiète pour ton jugement. Cela m'a fait taire. Je suis rentré chez moi vers minuit. Shena était déjà là, portant toujours la même robe, debout dans la cuisine, les bras croisés comme si elle attendait de punir un enfant. Tu m'as humilié, a-t-elle dit avant même que je ne pose mes clés. Je l'ai regardée. Il y a des moments dans un mariage où l'on entend une phrase et où l'on réalise que l'on ne parle pas la même langue morale. Tu as versé du vin sur mon père. Il donnait à l'événement un air bon marché. Tu l'as poussé. Il a perdu l'équilibre. Tu l'as traité de raté inutile. Elle a agité une main comme pour chasser de la fumée. Les gens disent des choses sous pression. Non, ai-je dit, les gens révèlent des choses lorsqu'ils pensent qu'il n'y aura pas de conséquences. Sa bouche s'est crispée. Je lui ai donné la chance que je m'étais promis de lui accorder. Une seule chance. Non pas parce qu'elle la méritait, mais parce que j'avais besoin de savoir que je n'avais pas agi sous le coup d'une pure colère. Appelle-le, ai-je dit. Excuse-toi sincèrement. Pas d'excuses bidon. Pas de « je suis désolé que tu l'aies pris ainsi ». Pas de comédie. Assume simplement ce que tu as fait. Elle a ri une fois, d'un rire sec et incrédule. Tu ne peux pas être sérieux. Je le suis, Shena. Tu as besoin de te réveiller, Talon. Ton père s'est embarrassé bien avant que je ne dise un mot. Tout le monde l'a vu. Ses yeux se sont durcis. Fais attention. Tu ne vas pas gâcher notre vie pour un vieil homme qui n'a même jamais essayé d'être présentable. Cette phrase est tombée comme une porte qui se ferme. Je suis passé devant elle pour aller dans la chambre, j'ai pris un petit sac de voyage dans le placard et j'ai commencé à faire mes affaires. 2 chemises, un jean, mon ordinateur portable, des médicaments dans l'armoire de la salle de bain, un chargeur sur la table de nuit. Je bougeais lentement car je ne voulais pas de confusion plus tard. Je voulais que chaque action soit délibérée. Shena m'a suivi. Oh, alors maintenant tu t'en vas? C'est très mûr. J'ai besoin d'espace. Tu as besoin d'arrêter de te poser en victime. J'ai fermé la fermeture éclair du sac. Je ne suis pas la victime ce soir. Elle a croisé les bras encore plus fort. Si tu pars, ne t'attends pas à ce que je te cours après. Je ne te le demande pas. C'était la première limite que je posais dans notre maison sans y joindre d'excuses. Sur le chemin menant à un petit hôtel d'affaires près de la 101, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ignorer l'appel, puis j'ai pensé à la photographie. Allô, Talon à l'appareil. Une voix masculine posée a répondu. Monsieur Durham, mon nom est Mercé. Je représente plusieurs entités privées liées à votre père. Je dois vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé ce soir. La façon dont il a dit plusieurs entités privées a fait serrer mes mains sur le volant. Quel genre de questions? Qui a été témoin du contact physique? L'établissement hôtelier a-t-il conservé les enregistrements des caméras? La sécurité était-elle présente? Quelqu'un a-t-il tenté d'empêcher votre père de partir? La route devant moi est devenue floue pendant une demi-seconde. Non pas à cause des larmes, mais à cause de la soudaine compréhension que cela n'était plus une simple dispute familiale. Est-ce que nous parlons d'action en justice, ai-je demandé.
Nous parlons de documentation, a-t-il dit. Il y a une différence, pour l'instant. Pour l'instant. Au moment où j'ai atteint l'hôtel, le hall d'entrée était presque vide. Je me suis enregistré, j'ai pris l'ascenseur seul et je suis entré dans une chambre calme qui sentait légèrement le nettoyant au citron et la moquette neuve. J'ai posé mon sac sur la chaise, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai rouvert mon téléphone. Un autre message était arrivé. Pas de photographie cette fois, juste une ligne, ton père possède plus d'entreprises que quiconque dans ta famille ne l'a jamais imaginé. En dessous se trouvait une liste. Au début, j'ai pensé que c'était n'importe quoi. Des sociétés de holding, des noms de trust, des groupes d'investissement. Puis j'en ai reconnu une, puis une autre. L'une d'elles possédait des propriétés auxquelles j'avais livré des contrats. Une autre avait financé l'agrandissement d'un centre médical. Une autre avait discrètement soutenu un programme de bourse dont mon entreprise se vantait de parrainer. Je suis resté assis là jusqu'à ce que la climatisation s'éteigne et que la pièce devienne complètement silencieuse. À quel moment protéger une relation devient-il un sacrifice de son propre respect de soi? J'ai passé la majeure partie de la nuit à regarder cette liste d'entreprises, en espérant qu'elle soit fausse. Au lever du soleil, je savais qu'elle ne l'était pas. À 6h30, j'avais renoncé à faire semblant de me reposer. La chambre d'hôtel avait un bureau contre la fenêtre, alors je m'y suis assis avec un mauvais café du hall et mon ordinateur ouvert, cherchant chaque nom d'entreprise du message. Je m'attendais à ce que la liste s'effondre après les premiers clics, une fausse adresse, un site web mort, quelque chose de ce genre. Mais non. Les noms se connectaient à travers des sociétés de holding, des registres de trust, de vieux achats de terrain et des dépôts d'investissement privés. Pas de manière désordonnée. Quiconque avait construit cette structure savait comment rester discret. Mais une fois que l'on savait où regarder, le schéma apparaissait clairement. Von Ridge Capital, Copperline Holdings, Desert Freight Partners, une fondation qui avait payé des équipements hospitaliers à Phoenix, un fonds de bourse d'études que j'avais moi-même salué lors d'une réunion publique de l'entreprise. Tout cela ramenait à mon père, jamais directement, jamais bruyamment, mais sûrement. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé l'écran jusqu'à ce que le café refroidisse. Mon père n'était pas un pauvre vieil homme. Il n'était pas non plus simplement à l'aise. Kendrick Durham avait construit quelque chose d'immense et l'avait gardé derrière une porte d'entrée ordinaire, un vieux camion et un costume gris que les gens se sentaient en sécurité de moquer. Le premier sentiment ne fut pas de la fierté, ce fut de la honte. J'ai revu chaque moment où je l'avais excusé. Chaque fois que Shena faisait une remarque et que je l'adoucissais dans ma tête. Chaque fois que papa était assis près d'une porte de cuisine, exclu d'une photo, ignoré au cours d'une conversation, et que je me disais que cela ne le dérangeait pas. Peut-être que cela le dérangeait. Peut-être était-il simplement plus fort que je ne le savais. Vers 10h, j'ai conduit jusqu'à l'une des adresses de la liste. C'était un centre d'opération du côté nord de la vallée. Tout en barrière d'acier et quai de chargement, avec des semi-remorques entrant et sortant sous le soleil de l'Arizona. J'ai dit à la réception que j'étais là pour vérifier des dossiers d'entreprise. Mon nouveau titre ouvrait des portes qui seraient restées fermées la semaine précédente. Un jeune superviseur nommé Kylian Corbett m'a fait visiter l'installation. Il avait environ 28 ans, l'air fatigué, l'esprit vif, et cumulait 3 postes sur un seul badge. « Tu gères toute cette équipe ?» ai-je demandé. Il a eu un petit rire. Ça dépend de qui s'attribue le mérite. Cela m'a arrêté. Il disait cela sur le ton de la plaisanterie, mais il n'y avait aucun humour là-dessous. Alors que nous passions devant une rangée d'écrans de répartition, un responsable à l'autre bout de la salle a crié « Kylian, assure-toi que ces rapports sont impeccables avant que je ne les présente. Nous n'avons pas besoin d'une autre erreur de débutant. » La mâchoire de Kylian s'est crispée. « Oui, monsieur. » Quand le responsable s'est éloigné, Kylian a baissé la voix. « C'est moi qui ai construit ces rapports. Il aime juste prononcer mon nom comme si j'étais encore nouveau. » Je l'ai regardé et je me suis revu 20 ans plus tôt, acquiesçant aux insultes parce que je pensais que l'endurance était la même chose que la force. « Ne laisse pas les gens prendre l'habitude d'emprunter ta colonne vertébrale, » ai-je dit. Il a semblé surpris, puis reconnaissant d'une manière qui m'a serré le cœur. En début d'après-midi, j'avais vérifié suffisamment de choses. La liste était réelle. La photographie était réelle, et l'homme que tout le monde traitait comme un fardeau portait plus de poids que quiconque parmi nous ne pouvait l'imaginer. Je suis retourné à l'hôtel,
je me suis garé sous un coin d'ombre et j'ai appelé Shena. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Si tu appelles pour t'excuser, je t'écoute, a-t-elle dit. J'ai fermé les yeux une seconde. Non pas de faiblesse, mais d'épuisement. J'appelle pour nous donner une dernière conversation honnête. Elle a soupiré. C'est reparti. Tu en fais une montagne. Tu as blessé mon père publiquement. Tu as mis les mains sur lui. Tu l'as humilié. J'ai besoin de savoir s'il y a une part de toi qui comprend cela. Ce que je comprends, a-t-elle dit, c'est que tu es en train de transformer un moment embarrassant en crise conjugale. C'est devenu une crise quand tu as décidé que la dignité était facultative. Elle s'est tue. Mais pas parce qu'elle était touchée. Je l'entendais respirer au téléphone, d'une respiration serrée et contrôlée. Talon, les gens comme ton père n'ont pas leur place dans toutes les pièces. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la réalité. Ce fut le dernier fil d'espoir qui s'est rompu entre mes mains. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un autre fichier entrant. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était de Diri Holt. Audio du couloir du banquet. Tu devrais écouter ceci. J'ai raccroché sans dire au revoir. Puis j'ai lancé l'enregistrement. La voix de Shena résonnait clairement, je jure que si Talon traîne encore ce vieil homme à un événement professionnel, j'en ai fini. Vous avez vu ce costume? On aurait dit le jardinier à la retraite de quelqu'un. Franchement, je le referais. Peut-être que maintenant il apprendra à rester chez lui. Il y avait des rires en arrière-plan. Puis sa voix de nouveau, Talon va se calmer. Il le fait toujours. Je suis resté assis dans la voiture garée alors que la climatisation soufflait sur mon visage sans parvenir à me refroidir. Elle n'était pas désolée. Elle comptait sur mon habitude de tout accepter. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la propriété au bord du lac de mon père, à l'extérieur de la ville. Je l'ai trouvé près de l'eau, assis sur une chaise pliante, travaillant sur un vieux moulinet de pêche avec un tournevis minuscule. Tu répares toujours les choses cassées, ai-je dit. Il n'a pas levé les yeux. Certaines choses, pas toutes. Je me suis assis à côté de lui. Le soleil était bas, diffusant une lumière orange sur l'eau. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres toute la journée. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qui tu étais vraiment? Papa a posé le moulinet sur ses genoux et a regardé le lac. Parce que je voulais savoir qui m'aimait avant qu'il ne sache ce que je possédais. Je n'avais pas de réponse à cela. Aucune. Si quelqu'un vous montre qui il est, combien de fois continuez-vous à trouver des excuses avant de finir par le croire? Cette nuit-là, j'ai arrêté de me demander si je devais agir. La seule question restante était de savoir jusqu'où j'étais prêt à aller. Je n'ai pas beaucoup dormi après avoir quitté la maison de papa. Je suis retourné à l'hôtel les fenêtres entr'ouvertes, laissant l'air sec du désert traverser la voiture. Mon esprit tournait sans cesse autour de cette phrase, parce que je voulais savoir qui m'aimait avant qu'il ne sache ce que je possédais. Au lever du soleil, je n'étais pas plus calme. J'étais plus lucide. Il y a une différence. Être calme signifie que la douleur est passée. Être lucide signifie que vous comprenez enfin ce que la douleur essaie de vous enseigner. Je me suis douché, j'ai enfilé le même costume que lors de la cérémonie et je me suis tenu devant le miroir de l'hôtel. L'homme qui me regardait n'avait pas l'air victorieux. Il avait l'air fatigué, plus vieux d'une certaine manière, mais il y avait dans ses yeux quelque chose qui n'y était pas la veille. Une limite infranchissable. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro que Mercé avait utilisé. Il a répondu à la seconde sonnerie. Monsieur Durham, j'en ai fini de protéger les personnes qui blessent ma famille, ai-je dit. Il n'y avait aucune surprise dans sa voix. Alors nous sommes prêts. Cela m'en disait long. Les gens de mon père n'avaient pas paniqué. Ils avaient attendu tranquillement, professionnellement, avec la patience de ceux qui comprennent qu'un seul acte public imprudent peut exposer des années d'arrogance privée. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. La documentation d'abord, preuves, témoins, examen de conformité. Pas d'émotion, pas de menaces, juste les faits. Cela ressemblait bien à papa. Avant que tout processus officiel ne soit lancé, j'ai passé un dernier appel. Shena a répondu comme si elle s'attendait à ce que je cède. Es-tu prêt à rentrer à la maison, a-t-elle demandé. Non,
Je te donne une dernière opportunité. Elle a soupiré. Talon, s'il te plaît, ne recommence pas. Tu dois t'excuser publiquement auprès de mon père. Tu dois admettre ce que tu as fait. Tu dois arrêter de prétendre que c'était une question d'image, de pression ou d'un mauvais moment. Sa voix est devenue monocorde. Tu penses vraiment pouvoir me faire peur avec ton ton sérieux? Je n'essaie pas de te faire peur. Tant mieux, parce que ça ne marche pas. Les conséquences arrivent, Shena. Elle a eu un petit rire doux. Le genre de rire que les gens utilisent lorsqu'ils pensent déjà connaître la fin de l'histoire. Tu n'es jamais allé jusqu'au bout pour ce genre de choses. Tu t'énerves, tu te calmes, et ensuite tu fais ce qu'il y a de mieux pour la famille. C'était l'ancienne version de moi résumée en une phrase bien propre. J'ai failli la remercier de rendre les choses si faciles. Au lieu de cela, j'ai dit, j'espère que tu y réfléchiras attentivement. J'espère que tu arrêteras de t'embarrasser, a-t-elle répliqué, puis elle a raccroché. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai fixé le téléphone. Je n'étais pas en colère de cette manière sauvage et désordonnée à laquelle je m'attendais. J'étais déçu jusqu'à la moelle. Il y a une tristesse particulière qui survient lorsque quelqu'un ne vous comprend pas mal. Ils vous comprennent parfaitement. Ils croient simplement que vous ne vous défendrez pas. En fin de matinée, l'équipe de Mercé avait déjà contacté le complexe hôtelier. Les images de sécurité ont été préservées. Les déclarations du personnel ont été demandées. Le responsable du banquet a confirmé que les attributions de table avaient été modifiées après la soumission du plan de table original. Quelqu'un avait éloigné mon père de la table familiale et l'avait inscrit comme simple invité plutôt que comme père du récipiendaire. Quand Mercé m'a dit cela, j'ai fermé les yeux. Ce n'était pas un accident. L'humiliation avait commencé avant même que le vin ne touche son costume. Vers midi, j'ai conduit jusqu'au centre d'opération où j'avais rencontré Quilin. J'avais besoin de voir quelque chose de normal. Des tâches, des camions, des gens résolvant des problèmes qui n'impliquaient pas d'orgueil et de blessures familiales. Quilin m'a trouvé près du service d'expédition. J'ai parlé aux ressources humaines, a-t-il dit avant même que je ne pose de questions. À propos de ton responsable? Il a hoché la tête. Je leur ai donné des copies des rapports que j'ai construits. Je n'essaie pas de créer des ennuis. C'est juste que je ne le laisse plus mettre son nom sur mon travail. J'ai regardé ce jeune homme qui se tenait plus droit que la veille et j'ai senti quelque chose basculer en moi. Le courage se transmet. Parfois, une personne qui se lève enfin donne à une autre la permission de faire de même. Bien, ai-je dit. Reste factuel. Ne te justifie pas trop. Les gens respectent la documentation plus que la frustration. Il a souri un peu. On dirait que vous vous êtes déjà dit cela. Seulement récemment. En fin d'après-midi, les premières conséquences ont commencé à tomber. Rien de spectaculaire, rien de bruyant. Un membre du conseil d'administration qui avait observé le comportement de Shena a annulé un déjeuner d'affaires avec elle. Un comité d'organisation à but non lucratif a reporté un vote sur son nouveau contrat de relations publiques. 2 cadres ont demandé si des questions personnelles affectaient son jugement professionnel. Cette expression peut sembler douce, mais dans le langage des affaires, c'est une porte qui commence à se refermer. Quand les gens perdent confiance en votre jugement, ils cessent de vous confier des responsabilités. À 18h ce soir-là, Mercé a envoyé le premier rapport d'examen. Je l'ai ouvert dans la chambre d'hôtel avec une bouteille d'eau à côté de moi et ma veste suspendue sur la chaise. Le résumé était clair. L'incident était délibéré. Le contact était physique. Les remarques étaient publiques. La victime était une personne âgée. Le comportement créait une exposition de réputation pour plusieurs organisations. Pas d'exagération, pas de langage émotionnel, juste des faits nets et accablants. Puis Mercé a appelé. Nous avons également reçu un fichier audio de la part de Mademoiselle Holt. Il confirme l'intention. Je l'ai entendu. Il y a matière à procéder à des notifications officielles. J'ai regardé par la fenêtre les lumières qui commençaient à s'allumer à travers Scottsdale. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais cru que le conflit signifiait l'échec. Un bon fils maintenait l'unité. Un bon mari absorbait l'attention. Un bon homme faisait la paix. Mais la paix sans vérité n'est qu'un silence mieux élevé. Envoyez-les, ai-je dit. Compris. Après l'appel,
je suis resté assis seul pendant un long moment. Je pensais que je me sentirais puissant. Au lieu de cela, je ressentais le poids d'avoir enfin fait ce qui était juste après l'avoir évité pendant trop longtemps. Avez-vous déjà atteint un point où rester silencieux faisait plus de mal que de parler? Je pensais que les preuves forceraient enfin les gens à dire la vérité. Au lieu de cela, elles ont déclenché la réaction la plus dangereuse à ce jour. Les notifications officielles sont parties un mardi. Le mercredi après-midi, mon téléphone était rempli de messages de proches qui venaient de découvrir l'importance du pardon. Jarvis a appelé en premier. « Tu dois venir à la maison », a-t-il dit. Tout le monde s'inquiète. S'inquiète pour papa. Il y a eu une pause. S'inquiète pour la famille. Cela m'indiquait quel genre de réunion ce serait. Je suis arrivé chez ma tante juste après 18 heures. Le soleil était encore haut, projetant de longues ombres sur l'allée. À l'intérieur, le salon avait l'atmosphère pesante d'un sous-sol d'église après une mauvaise nouvelle. Les gens étaient assis avec des gobelets en carton de café, parlant à voix basse jusqu'à ce que j'entre. Shayna était là. Bien sûr qu'elle y était. Elle portait un chemisier crème, aucun bijou à l'exception de son alliance, et l'expression d'une femme essayant de paraître blessée plutôt que prise au piège. Jarvis se tenait près de la cheminée. Cory était assis à côté de lui, les mains croisées. Quelques cousins évitaient mon regard. Marin n'était pas là. J'avais veillé à cela. Jarvis s'est raclé la gorge. Nous pensons tous que cela est allé assez loin. J'ai regardé autour de la pièce. Qu'est-ce qui est allé assez loin, exactement? Les avocats, a dit doucement Cory. Les dossiers, les questions. Cela met tout le monde mal à l'aise. Shayna a tapoté le dessous d'un œil avec un mouchoir qui semblait parfaitement sec. J'ai commis une erreur, mes talons me traitent comme si j'avais commis un crime impardonnable. Tu as bousculé mon père, ai-je dit. Elle a baissé la voix. J'étais sous pression. Cette excuse commence à dater. Un cousin près de la fenêtre a marmonné, les disputes publiques n'aident personne. Et elle était là, la devise familiale. Déguisée en sagesse. Ne pas réparer les dégâts, mais étouffer le bruit. Je me tenais dans cette pièce et je réalisais combien de problèmes avaient survécu dans notre famille parce que l'on demandait toujours à la personne la plus raisonnable de porter la personne déraisonnable. Puis Shayna a fait son mouvement suivant. Dès le lendemain matin, des rumeurs circulaient partout. Quelqu'un a dit à un cadre que j'avais exagéré la chute de papa. Quelqu'un d'autre prétendait que mon père avait été perturbateur avant l'incident du vin. Un courriel anonyme suggérait que j'utilisais ma nouvelle position pour faire pression sur ma femme lors d'un différend conjugal privé. C'était astucieux, pas vrai, mais astucieux. Si l'on pouvait semer le doute sur les faits, les gens finiraient par se lasser de toute cette histoire. Et quand les gens se lassent, ils commencent à demander aux victimes de se taire pour que la vie puisse reprendre son cours normal. Mercé m'a appelé avant le déjeuner. Elle essaie de brouiller la chronologie, a-t-il dit. Je sais. Voulez-vous que nous diffusions l'audio du couloir? J'ai regardé à travers la paroi vitrée de mon bureau, observant les employés circuler dans le couloir. J'ai pensé à Quilin, à Marin, à papa ramassant cette vieille montre sur le sol d'une salle de bal pendant que des adultes faisaient semblant de ne pas voir. Pas encore, ai-je dit. Mercé est resté silencieux un court instant. C'est la réponse la plus sage. Ce ne me semblait pas sage. J'avais l'impression de tenir une allumette au-dessus d'herbes sèches et de choisir de ne pas la laisser tomber. Cet après-midi-là, je me suis rendu au bureau de la fondation liée à l'une des entités de mon père. Elle occupait le 3e étage d'un immeuble ordinaire sans enseigne tape à accent grave-l'œil à l'extérieur. Une directrice nommée Marabelle Reed m'a accueilli à la porte et semblait savoir exactement qui j'étais. « Votre père a dit que vous viendriez peut-être un jour », m'a-t-elle dit. Cette phrase m'est restée à l'esprit alors qu'elle me guidait dans une salle d'archives. Il y avait des dossiers sur des bourses d'études, des subventions pour le logement des vétérans, le soulagement de la dette médicale, des prêts aux petites entreprises, des programmes après l'école et des aides d'urgence pour le loyer. Pas de communiqué de presse, pas de projet de vanité. De l'aide réelle, de l'aide discrète. J'ai ouvert un dossier et j'ai vu une lettre de remerciement d'une femme dont la chimiothérapie avait été payée de manière anonyme. Un autre dossier montrait une aide aux frais de scolarité pour des étudiants de première génération à l'université. Un autre contenait des photos d'un centre de jeunesse reconstruit après un incendie.
Je me suis assis à la table et j'ai lu jusqu'à ce que les mots deviennent flous. L'homme que Shena qualifiait de raté inutile avait changé plus de vie dans le silence que la plupart des gens n'en changent avec un microphone à la main. Marabel a placé une petite boîte à côté de moi. Il a demandé que cela vous soit remis si jamais vous demandiez un examen complet. À l'intérieur se trouvaient des copies de vieux registres, des accords de donateurs et une photographie de mon père en botte de travail devant le premier entrepôt qu'il avait acheté. Je suis rentré à l'hôtel lentement, non pas parce que la circulation était dense, mais parce que je n'étais plus pressé de prouver quoi que ce soit. C'était là le changement. J'ai cessé d'espérer que Shena comprenne. J'ai cessé d'attendre que Jarvis devienne courageux. J'ai cessé d'avoir besoin que la pièce soit d'accord avec moi avant de faire confiance à mes propres yeux. En soirée, d'autres preuves sont arrivées, le plan de table original, la version modifiée. Un courriel de Jarvis à Shena disant « Garde Kendrick loin des tables de la direction. Tu sais comment les gens parlent. » Sa réponse était courte, déjà réglée. J'ai fixé ces deux mots pendant longtemps. Déjà réglé. L'humiliation de mon père avait été planifiée avant même qu'il ne franchisse la porte. J'aurais pu tout diffuser dès ce moment, l'audio, le plan de table, le courriel, l'enregistrement de sécurité, mais la voix de papa m'est revenue, ne laisse pas la colère te rendre négligent. Alors j'ai attendu. 3 jours plus tard, une invitation est arrivée pour le gala du leadership du Sud-Ouest. Des cadres, des investisseurs, des médias locaux, des conseils d'administration d'organisations caritatives, et presque toutes les personnes qui avaient assisté à ma cérémonie de promotion y seraient présentes. Shena avait confirmé sa présence, confiante, préparée, toujours convaincue que je reculerais avant elle. Avez-vous déjà réalisé que la réponse la plus forte n'était pas une vengeance immédiate, mais d'attendre que la vérité ne puisse plus être ignorée? Alors que la date du gala approchait, Shena a fait son dernier mouvement. Ce fut la plus audacieuse erreur qu'elle ait faite. Le dernier mouvement de Shena s'est produit 4 heures avant le gala. J'étais encore à l'hôtel en train de boutonner mes poignets quand Mercé a appelé. Elle a distribué un dossier, a-t-il dit. Des membres du conseil d'administration, des parrains, 2 journalistes et plusieurs investisseurs l'ont reçu. Qu'y a-t-il dedans? Des courriels choisis, des notes financières modifiées. Une allégation selon laquelle vous avez fait pression sur les entités de votre père pour nuire à sa carrière. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Pendant une seconde, j'ai senti le sol se dérober, non pas parce que les accusations étaient vraies, mais parce qu'elles étaient assez familières pour semer le doute. C'était toujours le piège avec un bon mensonge. Il n'avait pas besoin d'être une pure fiction. Il avait seulement besoin d'assez d'éléments réels pour faire hésiter les gens honnêtes. Au gala ce soir-là, j'ai ressenti cette hésitation partout. Les conversations s'interrompaient à mon passage. Un par un, qui me serrait habituellement la main, m'a adressé un simple signe de tête poli. Un journaliste m'a demandé si je voulais commenter des allégations d'influence punitive. Shena se tenait à l'autre bout de la pièce dans une robe noire, aussi sereine qu'un dimanche matin. Elle s'attendait à ce que je me défende trop rapidement. Elle s'attendait à de la colère. Je lui ai opposé la procédure. Quand le programme a atteint la section consacrée au leadership, je me suis approché du microphone latéral et j'ai dit, puisque des documents ont été diffusés ce soir, je demande que tous les éléments associés soient examinés ensemble. Le contexte complet, les fichiers originaux, les déclarations des témoins, les enregistrements de sécurité. Un murmure a parcouru la salle de bal. Le sourire de Shena a diminué de moitié. Mercé et Diri Holt se sont chargés du reste. Les images de sécurité du complexe hôtelier sont apparues sur le grand écran. Non pas coupées, non pas expliquées, simplement diffusées. La salle a regardé Shena verser du vin sur la tête de mon père. Ils l'ont vu pointer du doigt la porte. Ils l'ont vu essayer de ramasser sa montre à gousset. Ils l'ont vu le pousser. Le silence qui a suivi était le même silence que celui de ma cérémonie de promotion, mais cette fois-ci, personne ne pouvait s'y cacher. Puis les plans de table sont apparus. Version originale, Kendrick Von Durham, père du récipiendaire, table familiale. Version modifiée, simple invité, section arrière de service. Puis le courriel, garde Kendrick loin des tables de la direction. La réponse de Shena, déjà réglée. Quelqu'un au premier rang a chuchoté, mon Dieu. Shena se tenait parfaitement immobile. Son visage était devenu pâle, mais son menton restait levé. L'orgueil est têtu,
même lorsque la vérité le tient à la gorge. C'est alors que Lurin-Vos s'est approché du microphone. Il était plus âgé qu'il n'en avait l'air dans les magazines. Les cheveux argentés, le pas assuré et l'air sérieux. « Je connais Kendrick Durham depuis 36 ans, a-t-il dit. Il a financé l'expansion de mon premier entrepôt alors que toutes les banques de l'Arizona me jugeaient trop risqué. La moitié des entreprises représentées dans cette salle ont bénéficié de ses investissements, de ses conseils ou de sa discrète générosité. Un autre cadre s'est levé. Puis un directeur de fondation hospitalière, puis un président de comité de bourse d'études. Un par un, ils ont nommé ce que mon père avait construit, financé, sauvé, et pour lequel il n'avait jamais cherché de reconnaissance publique. Papa était assis à mes côtés, portant une veste bleu marine propre que quelqu'un lui avait apportée. La vieille montre à gousset reposait dans sa main. Il ne souriait pas comme un homme savourant une vengeance. Il avait l'air presque triste. Lurin a remarqué la montre. Kendrick portait cette montre lors de notre première rencontre, a-t-il dit. Je lui ai proposé de lui en acheter une neuve après l'introduction en bourse de notre entreprise. Il m'a dit, un homme qui oublie d'où il vient perdra plus que le fil du temps. C'est à ce moment-là que j'ai vu la transition se produire. Les gens ont cessé de voir le vieil homme miteux d'il y a 2 semaines. Ils l'ont vu lui. Le dossier de Shena s'est effondré sous le poids des documents originaux. Ses contrats ont été suspendus en attendant un examen approfondi. Le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif l'a démise de son comité de communication avant même la fin de la soirée. Les parrains se sont écartés. Les investisseurs ont cessé de retourner ses appels avant même qu'elle ne quitte le bâtiment. Personne ne l'a jetée dehors. Personne n'a haussé la voix. La confiance s'est simplement retirée d'elle comme l'eau d'un bol fêlé. Elle m'a regardé une fois, comme si elle attendait une clémence qu'elle n'avait jamais montrée. Je n'en avais aucune à lui donner dans cette pièce. Qu'est-ce qui fait le plus de mal, perdre de l'argent ou réaliser que ses propres choix ont détruit le respect que l'on possédait? Alors que la foule se dispersait lentement, tout le monde se concentrait sur ce que Shena avait perdu. Je me suis surpris à penser à quelque chose de tout à fait différent. Ce qui m'est resté à l'esprit n'était pas le visage de Shena lorsque la salle s'est retournée contre elle. C'était la main de mon père posée sur cette vieille montre à gousset, stable comme de la pierre, alors que tous les autres comprenaient enfin ce que lui avait toujours su. 3 mois ont passé avant que la vie ne commence à reprendre son cours normal. Pas facile, juste normal. Le téléphone a cessé de sonner toutes les heures. Les gros titres ont disparu des pages économiques locales. Au travail, les gens ont cessé de baisser la voix lorsque j'entrais dans une salle de conférence. L'histoire est devenue quelque chose que l'on mentionnait avec précaution, puis de moins en moins, puis plus du tout. C'est ainsi que fonctionnent les scandales publics, ils brûlent intensément, puis s'éteignent. Les dommages privés prennent plus de temps à guérir. Shena a fait face aux conséquences, mais pas de la manière spectaculaire que les gens imaginent lorsqu'ils veulent une fin théâtrale. Personne n'a enfoncé de porte. Personne n'a crié son nom dans la rue. Ce qui s'est produit a été plus discret, pour quelqu'un comme elle, bien pire. Son contrat de relations publiques a été résilié après l'examen interne. Le conseil d'administration de l'organisation caritative l'a écarté définitivement. 2 cabinets de conseil ont retiré leurs offres. Un comité de direction communautaire a envoyé un court courriel la remerciant pour ses services passés et indiquant qu'il s'orientait vers une direction différente. Cette formule encore, le monde des affaires a 1000 manières polies de fermer une porte. Notre mariage s'est terminé officiellement sur le papier 6 semaines après le gala. Shena s'est battue au début, puis a réalisé que les preuves rendaient certains arguments inutiles. Le règlement a été net. Pas de déballage public, pas de discours final, juste des signatures, du silence, et une femme qui avait passé des années à gérer les apparences apprenant enfin que la réputation n'est pas la même chose que le caractère. Certains proches se sont excusés. La plupart l'ont mal fait. Jarvis est venu à mon bureau un après-midi et s'est tenu près de la porte comme un homme attendant la permission d'entrer dans une église. « J'aurais dû parler » a-t-il dit. « Oui » ai-je répondu. Il a baissé les yeux. Je me disais que je préservais la paix. Je sais. J'ai fait la même chose pendant trop longtemps. Ce fut ce qui se rapprocha le plus d'une réconciliation ce jour-là. Pas d'embrassade, pas de grand moment fraternel parfait. Juste 2 hommes reconnaissant que le silence avait fait de nous des lâches de différentes manières.
Cory a envoyé des fleurs à papa. Il les a données à un voisin qui venait de rentrer chez lui après une opération. C'était bien là mon père. Qu'il s'en est mieux sorti que nous tous. Il a déposé ses documents aux ressources humaines, a gardé son calme et a laissé faire les faits. Son responsable a été réaffecté après l'enquête. Un mois plus tard, Quillin a été promu responsable des opérations. Lorsqu'il m'a appelé pour me l'annoncer, sa voix laissait transparaître de l'embarras. Je ne sais pas si je le mérite, a-t-il dit. Tu l'as mérité bien avant qu'il ne l'admette, lui ai-je dit. Après cet appel, je suis resté assis dans mon bureau pendant un moment, pensant à la manière dont le courage se propage. Non pas comme des feux d'artifice, mais plutôt comme des lumières de Porsche qui s'allument une à une après une longue panne d'électricité. Un samedi de la fin du printemps, j'ai conduit jusqu'à la maison au bord du lac de papa. Marin est venue avec moi. Elle était plus silencieuse depuis la cérémonie. Pas brisée, juste plus mûre de cette façon dont les enfants mûrissent lorsque les adultes les déçoivent. Papa nous a accueillis sur le ponton, portant un vieux chapeau de pêche et tenant deux cannes. Vous prévoyez de travailler tous les deux, ou juste de rester là à avoir l'air officiel, a-t-il demandé. Marin a souri. Un vrai sourire. Cela seul valait le déplacement. Nous avons passé l'après-midi à pêcher bien mal. Marin a attrapé une petite perche et en a parlé comme s'il s'agissait d'un requin. Papa lui a montré comment la relâcher doucement. Je les regardais depuis l'extrémité du ponton, entendant l'eau clapotis contre les pilotis, sentant l'odeur de la crème solaire, de la vase du lac et de la fumée lointaine d'un barbecue de l'autre côté de la crique. Pas d'avocat, pas de cadre, pas de pièces pleines de gens faisant semblant de ne pas vous fixer. Juste une famille montrant toutes ses cicatrices. Vers le coucher du soleil, Marin est rentré pour aider à préparer le dîner. Papa et moi sommes restés sur le ponton. Le ciel était devenu doré au-dessus de l'eau. Je ne t'ai jamais remercié, ai-je dit. De quoi? De m'avoir montré comment me tenir debout sans devenir cruel. Il m'a regardé, puis a reporté ses yeux sur le lac. C'est là tout le secret, mon fils. Tout le monde peut rendre les coups. Ce n'est pas donné à tout le monde de rester entier. Quelques minutes plus tard, il a sorti la montre à gousset. Le laiton semblait plus chaleureux dans la lumière du soir. Les mêmes rayures, la même charnière usée, le même tic-tac régulier que j'avais entendu quand j'étais enfant, assis à côté de lui à l'église, ennuyé et agité. Mon père me l'a donné quand je n'avais rien, a-t-il dit. Je l'ai porté à travers toutes les épreuves que j'ai connues. Il l'a placé dans ma main. Je te la donne maintenant parce que tu as enfin appris ce qui compte. Je pouvais à peine parler. Le plus grand héritage que mon père m'ait laissé n'était pas de l'argent. Ce n'était pas une entreprise, un trust ou un nom caché dans des documents juridiques. C'était la certitude que la dignité n'a pas besoin d'applaudissements. Parfois, les personnes qui semblent les plus ordinaires portent en elles des histoires extraordinaires. Et parfois, la plus grande erreur que nous commettons est de juger de la valeur de quelqu'un avant d'avoir pris le temps de connaître son cœur. Si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui a plus tard appris la vérité, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde. La montre battait doucement dans ma main alors que le soleil disparaissait derrière le lac. Je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais j'avais cessé de confondre la paix avec le silence. Et c'est alors que j'ai su que j'étais enfin libre.